Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de notre entretien avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Entretien consacré, comme vous le savez, au bilan à mi-parcours des 12 batailles du programme d'action du gouvernement, 2 ans après leur présentation à l'Assemblée nationale. Après donc les batailles 1, 2 et 3, nous poursuivons ce soir avec les 3 suivantes, à savoir une politique sociale juste et solidaire, une culture créative, enfin, une politique d'encadrement et d'éducation de la jeunesse. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, merci de nous accorder ces moments. Nous sommes toujours avec Monsieur Albert Mionzukuta sur ce plateau, directeur de publication de la Semaine africaine, et Mekson Foukou Makaya, journaliste économique. Nous ouvrons donc cet entretien avec la 4e bataille consacrée à la politique sociale. Monsieur le Premier ministre, nous allons commencer par la situation des retraités. Vous avez promis l'amélioration de cette situation. Ce sont des personnes qui ont cotisé durant toute leur carrière professionnelle, mais malheureusement, leur situation est toujours déplorable. Il y en a plein qui ont perdu leur vie par manque de moyens parce que les pensions ne suivaient pas. Il y a quand même une nette amélioration d'après les actions que vous avez menées récemment. Alors, des promesses de cette situation à aujourd'hui, où en êtes-vous avec la situation des retraités, Monsieur le Premier ministre? Merci beaucoup, Madame. C'est d'ailleurs le premier engagement de cette bataille. Effectivement, quand vous parcourez le programme d'action du gouvernement, le tout premier engagement pris par Monsieur le Premier ministre en termes de justice sociale et solidaire était bien entendu l'automatisation de la retraite et l'amélioration de la condition des retraités avec le paiement des pensions. S'agissant de l'automatisation de la retraite, c'est un travail qui est très avancé parce qu'on reçoit de moins en moins des plaintes des compatriotes qui ont fait valoir leur droit à la retraite et qui attendent 6 mois, 1 an avant que leur dossier ne soit traité. Il peut encore y avoir quelques retards dans le traitement des dossiers, mais la situation n'est pas aussi dramatique qu'elle n'a été il y a quelques années. Ce sur quoi nous nous étions engagés et au sujet duquel nous avons fourni beaucoup d'efforts, c'est le paiement régulier des pensions de retraités pour garantir la concomitance avec le paiement des salaires. Nous avions pris cet engagement et on peut considérer que depuis début 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas failli. Toutes les fois que nous avons réussi à payer les fonctionnaires, les retraités, au même moment, sinon les quelques jours qui suivent, ont leur pension. Il y a 2 problèmes avec les retraités. Le premier problème, c'est celui des arriérés. On avait obtenu des retraités qu'ils acceptent que nous puissions suspendre le paiement des arriérés et mettre les arriérés dans ce qu'on appelle la dette sociale. Et cette dette sociale fait partie d'une dette globale qu'on appelle la dette intérieure. Cette dette intérieure est auditée. Elle est évaluée à décembre 2022 à pratiquement 1045 milliards parce qu'elle prend non seulement les dettes des pensions, mais les dettes aussi d'autres fonctionnaires pour d'autres activités. Elle prend la dette sociale que nous avons, par exemple, avec les sinistres qui ne sont pas gérés. Bon, il y a aussi la dette commerciale. Donc, toute cette dette intérieure fait 1045 milliards. Et nous payons petit à petit. On a privilégié la dette commerciale, notamment des créances d'un montant de moins de 10 millions de francs CFA. Après, on a relevé le montant jusqu'à ce qu'on arrive à éponger petit à petit cette dette. Pour tout ça, avec la décote qui va avec, on peut dire qu'on a libéré pratiquement sur les 1045 milliards de dettes intérieures que nous avons, on a libéré pratiquement 345 milliards. Et l'engagement que nous avons pris, c'est de payer petit à petit pour qu'effectivement nous arrivions à éponger. Donc, on n'a pas encore commencé à payer les arriérés de retraités, mais parce que, après vous aurez les arriérés des agents de l'État qui sont gérés par le biais des budgets de transfert. Vous aurez les arriérés, par exemple, des agents du CHU. Vous aurez des arriérés des agents de tel hôpital. On dit, tant que nous n'avons pas encore la maîtrise
de la ressource qui puisse permettre de prendre en compte tous ces arriérés, il vaut mieux que tout le monde attende. Et nous avons négocié avec les partenaires sociaux. On voit qu'il y a toujours quelques petits mouvements sociaux, notamment avec les agents de la mairie, mais ça ne porte pas sur le salaire en cours, ça porte toujours sur les arriérés. On dit qu'il faut que certainement nos partenaires sociaux comprennent la situation dans laquelle se trouve le pays. Encore que ce n'est pas la première fois que nous avions gelé le paiement des arriérés. Par le passé, vous savez, et c'est même avec le même président, on est arrivé à rattraper les salaires impayés, qui est arrivé jusqu'à 18 ou 20 mois d'arriérés, en commençant par la transition, où entre 1991 et 1992, on avait eu 3 mois d'arriérés de salaire impayés. Entre 1992 et 1997, on en avait eu au moins une douzaine, une quinzaine de mois, et ainsi de suite. Mais il est arrivé un moment, le président avait pris l'engagement, quand la situation financière s'était relativement améliorée, de payer, et on avait épongé tout cela. C'est pour cette raison que nous disons aux partenaires que ça ne vaut pas la peine de paralyser l'activité économique, de paralyser l'activité de production du fait du non-paiement des arriérés, parce que l'État finira toujours par les payer. Ce qui devrait compter aujourd'hui, c'est le fait que le gouvernement, qui s'est engagé à payer régulièrement les salaires et les pensions, puisse le faire à partir de janvier 2022, et c'est ce que nous faisons. Il y a l'alignement au point d'indice 300, parce qu'il y a comme un traitement à 2 vitesses. Vous avez des compatriotes qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant 2014. Et à ce moment, nous étions encore à l'indice, je crois, 200. Et entre-temps, lorsque, après les négociations avec les syndicats, le président de la République avait demandé que nous puissions relever le point d'indice des agents de l'État, on est arrivé jusqu'à 300. Ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite postérieurement sont payés à l'indice 300, alors que leurs collègues qui avaient fait valoir les droits à la retraite plus tôt sont payés à l'indice 200. Donc, il y a comme une inégalité de traitement. Et les retraités veulent à tout prix que nous puissions aligner les anciens au même niveau que les autres. Nous avions pris cet engagement. Nous sommes en train de travailler pour le faire. Mais au moment où ils nous faisaient cette réclamation, on ne voulait pas courir le risque de retarder la concomitance du paiement. Donc, nous continuons à négocier avec nos compatriotes pour qu'ils acceptent d'abord de se contenter de l'acquis, et puis le reste, on verra. Avant de poursuivre sur ce point, Monsieur le Premier ministre, je vous invite à suivre un micro-trottoir que nous avons réalisé auprès des Congolais, des retraités qui ont bien voulu donner leurs avis sur cette situation. Je vous propose de suivre donc les réactions des Congolais. Ce que nous avons recherché au niveau du gouvernement, le ministre d'État vient de nous recevoir. On a vu tous les problèmes sur lesquels nous avons mis un cahier de charge, l'harmonisation de la valeur du point d'indice, le paiement des arriérés et arriérages audités depuis 2015, le paiement des arriérés des retraités pris en charge depuis décembre 2019, les 39 mois d'arriérés impayés. Alors, le ministre d'État nous a promis, après négociation bien sûr, qu'ils vont mettre en place un comité pour réaliser des propositions. Nous accompagnerons ces propositions chez le Premier ministre pour qu'on les examine ensemble. Mais chaque mois, on a la pension, ça c'est une satisfaction. Ça, on ne peut pas le refuser, c'est vraiment une satisfaction. De ce côté-là, le gouvernement a fait un effort. Ils ont régularisé, au moins il y a 4 mois, ça passe tous les mois. Ça m'a soulagé par rapport aux années passées où vraiment on faisait 4 mois sans pension. Mais au moins, il y a un soulagement. Oui, vraiment, il y a une légère amélioration par rapport à la situation d'antan. Vraiment, ça, nous remercions le gouvernement pour avoir conjugué des efforts pour songer à la classe sociale que nous sommes les retraités. Mais ça concerne seulement la pension unique. Il n'y a pas d'autres volets sociaux. Ce n'est que la pension.
donc chaque fin de mois. Mais nous souhaitons qu'on combine avec les actifs et les retraités. Bon, à peu près, oui, satisfait. Mais on a trop souffert avant. Hein. On a trop souffert. Maintenant, ça va, ça va. Là, on nous a appelé, il paraît, à la crève pour aller déposer les papiers, de façon qu'on nous paye les arriérés. Il s'agit des arriérages, pas les arriérés. Parce que les arriérages, c'est les états de somme dues où on avait des créances en sorte. Et on n'avait pas payé. On s'était fait recenser. Il y avait une commission qui était la commission de la Crète et la CCA. Ils nous avaient recensé et maintenant là, c'est le paiement. C'est un ouf pour tous les retraités. Parce que vous voyez un peu, malgré le retard de 39 mois qui sont impayés, mais après là maintenant, les pensions coulent chaque fin du mois. En tout cas, aucun pensionnaire ne peut dire que je n'ai pas reçu ma pension. Que ce soit les banquiers, que ce soit ceux qui sont à la main, les numéraires. Donc le tout passe régulièrement. Il n'y a plus de soucis. Bon, mais pour le gouvernement, nous leur souhaitons la bonne continuité, qu'on ne lâche pas, qu'on ne revienne pas encore au retard de pension, qu'on continue vers l'avant. C'est ça que nous demandons au gouvernement. Et nous les félicitons pour ce qu'ils font, parce que là, maintenant, là, nous respirons. Maintenant, là, le retraité vit. Donc, coup de chapeau pour le gouvernement. Mais je veux dire qu'on continue à travailler dans de bonnes conditions, qu'on nous mette en condition, et chaque mois, et pour toutes les situations du pays. Petit à petit, ça viendra. Voilà, donc, Monsieur le Premier ministre, ces réactions viennent en quelque sorte vous conforter dans vos réponses, certifier ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'amélioration de cette situation des retraités, puisqu'ils le reconnaissent. Hein, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Un petit commentaire peut-être? Non, juste rendre hommage au président de la République. C'était une directive qu'il avait donnée. Il l'avait dit lors de son discours d'investiture. Il a rappelé, lorsqu'il présentait le message sur l'état de la nation au Parlement réuni en Congrès, et à toutes les occasions, le président disait que nos compatriotes qui ont servi la nation, qui ont servi l'État, méritaient un traitement digne, et des directives sont en permanence données au gouvernement pour qu'il en soit ainsi. Je voudrais simplement me satisfaire de ce que l'orientation du président de la République est suivie et que les retraités eux-mêmes en sont satisfaits. Les autres questions en suspens, nous travaillerons pour l'alignement du point d'indice, nous travaillerons pour qu'un jour, nous arrivions à liquider tous les arriérés qu'ils réclament. Monsieur le Premier ministre, ce qui dérangerait, c'est certainement la récurrence de cette situation qui, au fil des années, tout le temps, on promet l'amélioration. Et oui, on voit des évolutions, mais après, on retombe sur la même situation chaque année. Est-ce que vous garantissez que là, on est parti pour que cette situation soit améliorée de manière pérenne et que les retraités ne subissent plus ce sort que... C'est le changement de mentalité qui s'impose à nous tous. Les crises sont des moments révélateurs qui devraient nous permettre à nous tous de changer notre façon de faire, notre façon de vivre et notre façon de gérer les choses. Voilà. Les crises n'ont pas que des effets négatifs. Hein. Les crises ont aussi des effets positifs parce que si, après tout ce que nous avons connu, nous décidons maintenant de changer nos façons de faire, d'être plus rigoureux, on aura moins de problèmes de ce genre. Je vous prends un exemple. L'État décide que cette zone est mise en défense parce que l'État a peut-être un projet, parce que ce n'est pas une zone où il faut construire. Les populations passent outre l'instruction de l'État. Elles vont s'y installer. Elles construisent leur maison. Le moment venu, l'État dit, moi j'avais dit qu'on ne devait pas construire dans cette zone, puisque j'avais un projet. Je récupère le site pour réaliser le projet. Les populations disent, mais nous, on va aller habiter où? On va donc obliger l'État à
à trouver une solution à ces populations. Du fait de leur récalcitrance, se sont installées là où elles ne devraient pas être. Et comme nous sommes un État qui aime gérer les choses dans le compromis, si vous voulez, on veut une gouvernance apaisée. Que va faire l'État? Expropriation pour cause d'utilité publique. Alors qu'on devrait être dans un cas de déguerpissement parce que vous vous êtes installé là où on ne devrait pas être. Il faut négocier. Et à ce moment, l'État n'a pas d'argent pour exproprier. Ça fait partie de la dette. Voilà. Ça vient grossir la dette sociale. Et on vous dit qu'il faut payer ces gens. Vous imaginez ce que c'est? Quand on va commencer à être plus rigoureux, nous-mêmes, parce que cette dette, c'est nous tous qui la payons, on ne se rend pas compte. Cet argent qu'on va utiliser pour payer la dette, qui ne devrait pas être une dette, devrait servir à financer la santé, l'éducation. Et j'insiste encore sur quelque chose de plus concret que nous voyons tous, les voiries urbaines. Voilà. Nous nous plaignons de l'état de nos villes. Mais l'argent que nous utilisons pour payer des dettes qu'on a imposées à l'État aurait pu servir pour régler ces problèmes. Je peux multiplier des exemples. Voilà. Je peux prendre nos propres comportements. Nos propres comportements. La surfacturation. La complaisance des agents de l'État. On a accordé un marché public à un compatriote, à un entrepreneur, une société. Le projet n'est pas réalisé ou n'a pas été réalisé jusqu'au bout. Les fonctionnaires, en complicité avec l'opérateur économique, établissent le certificat de service fait, font constater que non, c'est fini. Et l'État doit à cet opérateur une certaine somme. Ça vient grossir la dette commerciale, la dette intérieure. Et l'opérateur va même au tribunal, parcourt de bureau en bureau, pour se faire payer d'un service qu'il n'a pas totalement accompli. Avec la complicité de nous-mêmes, agents de l'État, l'État est obligé de payer. Et s'il ne paye pas, ça fait partie de la dette qu'il devra nécessairement payer. Donc, dans les 345 milliards que nous avons déjà payés sur les 1085 milliards, il se peut même qu'on y retrouve des créanciers qui n'avaient pas qualité à faire valoir leurs droits. Mais il faut payer. Parce que si vous ne payez pas, il y aura un concert de casserole. Et vous aurez du mal à distinguer le bon créancier du mauvais créancier. On a besoin d'une gouvernance apaisée. Il faut négocier. Il faut le faire. Donc, madame, pour que nous n'ayons plus à revenir à vivre de telles situations, soyons tous rigoureux. Ne nous permettons plus de telle légèreté. Parce que, au bout du compte, c'est nous tous qui payons. Et nous le payons par quoi? Par la dégradation de certains services publics de base que l'État ne peut plus financer parce que, au nom de la paix sociale, est obligé de payer des créanciers irréguliers. Permettez-moi de revenir sur, vous savez que l'économie, c'est l'argent, c'est les chiffres, c'est aussi les sources de financement. Vous avez fourni un gros effort, c'est très bien, les retraités l'ont dit. En d'autres termes, vous avez quelque part une maîtrise d'une source de financement ou d'une niche. Est-ce que c'est la même niche que vous devriez mettre à profit en 2024 ou il y aura d'autres niches? Est-ce que vous avez une idée déjà? Nous avons dit que nous sommes en train de faire l'effort d'améliorer nos recettes intérieures, nos recettes fiscales, par exemple. Vous savez, l'État n'a pas plusieurs niches. Ce sont les ressources domestiques, d'abord. Les impôts que nous payons, les IRPP que vous payez, la TVA que nous payons sur les produits que nous consommons. C'est ça la principale ressource de l'État.
Et c'est pour cette raison que nous nous battons pour que nous ne comptions d'abord que sur ça, parce que ça, c'est la ressource la plus sûre. Si nous avons 60 000 fonctionnaires, à qui on paye, je prends comme ça un montant, 50 milliards de francs CFA, je le dis comme ça. Voilà. Je n'aime pas donner aux journalistes des chiffres avec exactitude, parce que, quoi que vous fassiez, ça fait toujours l'objet de polémiques. Et on n'a pas du temps à perdre dans la polémique. Je vous donnerai 60 milliards de francs CFA. Vous verrez quelqu'un qui sortira sur la base des calculs qui sont les siens. Il ne cherche même pas à savoir quel a été le modèle de calcul du Premier ministre ou du gouvernement. Il va vous polluer la vie avec ces éléments d'analyse pour distraire les Congolais et nous amener dans des débats de chiffres, dans des débats d'école. C'est pour cette raison que je suis prudent. Vous verrez, je suis prudent. Voilà. Je vous parlerai de ce que nous avons pu réaliser, mais je n'ai pas besoin de vous parler de ce que nous devons payer, par exemple, pour ceci. Voilà. Ce que je vais mettre à disposition pour réaliser un projet, je peux vous dire, je dis oui, nous avons payé ceci pour tel projet, nous avons pu payer ceci pour la dette sociale. Ça, c'est confirmé partout. Et si vous voulez contester le Premier ministre, il vous produira le rapport de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, puisque ça vous convaincra plus. Mais je n'ai pas besoin de vous parler de la masse salariale, et ainsi de suite. Mais je dis simplement qu'au travers de cette masse salariale, on va prélever l'impôt sur les revenus de personnes publiques. C'est ce qui va constituer la ressource pour l'État. Au travers de ce que nous consommons, on va prélever la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. C'est ce qui va constituer la ressource de l'État. Et quand on aura fait tout ça, on va voir les entreprises, on va prélever l'impôt sur les sociétés. On va voir tout ce que nous faisons, les importations, les exportations, on prélève. Et on constitue la ressource. C'est pourquoi on travaille pour cette ressource, parce que c'est la ressource la plus sûre. Lorsque nous disons qu'en 2022, la croissance a été tirée par les ressources hors pétrole, c'est ça, nos ressources domestiques, c'est sûr. Parce que le pétrole, on ne peut pas trop y compter. Aujourd'hui, c'est bien, vous faites des prévisions là, et demain, le baril baisse, vous n'aurez plus rien. Donc, pour nous permettre de garantir la régularité des salaires, des pensions, nous devons travailler durement pour élargir notre assiette fiscale. Des instructions sont données. Je vous ai dit hier que nous n'avons pas encore atteint nos performances. Quoique, en 2023 déjà, les prestations des impôts sont au-delà des prévisions. Mais nous voulons qu'on aille encore plus loin, parce que jusque-là, nous n'avons qu'une capacité de recouvrement de notre assiette fiscale que d'à peine 50 et quelques %. Si nous intensifions le travail, les cas des impôts vont bientôt être soumis à des contrats de performance. On va dire, vous êtes directeur général des impôts, oui. Si ce trimestre-ci, vous n'êtes pas capable de nous recouvrer tel montant, vous êtes défaillant. Voilà. Ça va pousser les gens à travailler, à faire des recouvrements et à nous permettre d'avoir une ressource domestique qui est stable pour faire face à nos charges de fonctionnement. Voilà. Et ce n'est pas pour rien que, depuis 2014, nous n'avons presque pas réalisé des investissements. Parce que la ressource pétrolière n'étant plus au rendez-vous, la ressource domestique n'étant pas abondante, on a passé le temps à assurer juste les salaires. Et c'est pour cette raison qu'à partir de là, vous avez eu du mal à payer tout le monde, d'où les grèves que vous avez eues un peu partout, la mairie, les hôpitaux. Aujourd'hui, on est en train de s'efforcer. Quand on a mobilisé toute cette ressource fiscale, on essaie de payer tout le monde. Voilà. Monsieur le Premier ministre, on va passer à un autre point qui concerne les revenus des Congolais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts. Déjà, au niveau des retraités, on peut dire que c'est quasiment acquis. Le paiement régulier des salaires, c'est acquis puisque ça se fait depuis plusieurs années
de cette façon-là. Ce qui pose problème, c'est au niveau de l'indice même qui justifie le paiement du salaire de fonctionnaires et d'autres salariés. Aujourd'hui, vous êtes conscient, je l'imagine, par rapport au coût de la vie qui est très cher, qui répond en tout cas pas du tout aux revenus des Congolais de manière générale, malgré les efforts du gouvernement. Ça ne suit pas au niveau des marchés et les Congolais ne s'en sortent pas. L'économie ne triche pas. La vie des Congolais dépend de leur capacité de production. C'est ça les règles de l'économie. Vous parlez du salaire du Congolais qui ne répond pas à la situation économique, sociale, aux charges de son train de vie. C'est parce qu'il manque une variable, travail. Voilà. La richesse, c'est le travail. Et on pourra augmenter l'argent comme on veut, augmenter les salaires des Congolais comme nous voulons. Tant que ce ne sera pas accompagné de la variable travail, on aura toujours un train de vie qui ne correspondra pas à notre avoir. Concrètement, si nous produisons beaucoup, nous avons suffisamment de manioc sur le marché. Nous avons suffisamment de légumes sur le marché. Nous avons suffisamment de poissons sur le marché. De la viande bovine, porcine. La concurrence fera que le prix du produit soit bas et accessible à chacun de nous avec le salaire qu'on peut avoir. Si je gagne 200 000 francs CFA et qu'il y ait des SAFou en abondance sur le marché, je ne payerai plus 3 000 francs pour avoir un tas de SAFou. Je ne payerai pas 2 000 francs pour avoir un manioc qui puisse me permettre de manger avec ma famille. Je payerai moins. Et comme je vais payer moins dans la nourriture, j'épargnerai. Et dès l'instant où je vais épargner au moins le tiers de mon salaire, le banquier m'accompagnera pour que je puisse acquérir un bien immobilier. Le PND, suivant le projet de société du président, a mis la promotion immobilière au cœur de la politique gouvernementale. Donc, on aurait investi dans l'immobilier, on aurait plusieurs appartements, plusieurs logements à bon prix. Les banques qui nous voient épargner nous accompagneront pour que chacun de nous ait un logement décent. Mais la clé, c'est la production alimentaire. Si notre production reste ce qu'elle est et qu'on augmente les salaires, je passe d'un salaire de 200 à 400 000 francs, l'inflation monte. Le produit que vous achetez hier à 1 000 francs va coûter 3 000. Ma maman au marché va dire, mais alors on a augmenté les salaires des fonctionnaires, non? Le produit va coûter 3 000. Et l'augmentation n'aura donc servi à rien. Donc, on n'améliore pas le train de vie, le cadre de vie des populations par le haut, c'est-à-dire par l'augmentation des salaires. On améliore la situation des Congolais par le bas, par la production. Si nous sommes nombreux à produire, le marché régule. Monsieur le Premier ministre, le social, c'est aussi garantir un environnement sain aux populations. Au niveau des deux grandes villes de notre pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, on a vu à l'œuvre une société qui s'occupait de l'entretien de la ville et leur rémunération part jusqu'à aujourd'hui des salaires des fonctionnaires qui se voient être amputés d'une certaine somme. Mais malheureusement, on constate que le travail n'est pas au rendez-vous. Il y a des arrêts de travail tous les jours. Il y a des abandons des immondices dans les artères des villes. Aujourd'hui, comment se présente cette situation pendant que la somme qui doit faire vivre cette entreprise est garantie par les salaires des fonctionnaires? C'est un des points d'une des batailles. Je crois que c'est la 10e bataille sur l'environnement, je crois. Bon,
mais on peut quand même déjà y répondre. C'est aussi le social, c'est le cadre de vie, comme vous le dites. L'idée de départ était de faire en sorte que ces sociétés de ramassage, de traitement des ordures soient payées par le prélèvement auquel vous faites allusion, des fonctionnaires et peut-être des citoyens. La ressource ne répondait pas. Pour payer cet opérateur, il fallait que l'État soit obligé, en plus de ces prélèvements, que l'État abonde pour avoir le montant nécessaire qui devait couvrir l'ensemble des charges liées au service. On l'a fait tant que la situation était normale. Et quelques temps après, l'État a commencé à accuser des difficultés de trésorerie et ne pouvait plus payer. D'où les politiques que nous mettons en place. Au lieu de subventionner le carburant, les sociétés qui produisent le carburant ou de l'électricité pour aider les populations, est-ce que ce n'est pas mieux de laisser les populations payer correctement le prix de leur carburant? Et cet argent qu'on devait utiliser pour subventionner, on puisse s'occuper de l'assainissement du cadre de vie des populations. Donc, si vous suivez le gouvernement, si vous êtes d'accord avec ce que nous sommes en train de faire, l'augmentation éventuelle du prix du carburant, l'augmentation éventuelle du prix du kilowattheure va permettre au gouvernement de ne plus donner 300-400 milliards aux sociétés de production de carburant, d'énergie, d'eau, parce que vous avez pris la responsabilité vous-même de payer vos consommations. Et cet argent, on va dire, bon, la mairie de Brazzaville, la mairie de Pointe-Noire, vous êtes où? Puisque vous avez une société qui s'occupe de ça, nous payons désormais totalement la société pour qu'on soit sûr que c'est propre. Voilà. Et le prélèvement qu'on fera des citoyens, c'est juste sur le principe, parce que le citoyen doit participer à l'amélioration de son cadre de vie. Voilà. Pour qu'il n'abuse pas, qu'il soit conscient que même si le plus gros lot vient d'ailleurs, mais qu'il soit conscient que non, moi aussi, je contribue à l'assainissement de la ville parce que je paye 1000 francs, je paye 500 francs, je paye 2000 francs. Mais le plus gros lot, c'est l'argent. Et lui, il le saura encore, il contribuera par le fait qu'il paye correctement son électricité. Il paye correctement son eau. Ça permet à l'État de ne plus payer l'électricité pour moi et d'améliorer mon cadre de vie. Monsieur le Premier ministre, on a l'impression à vous entendre que nous en sommes à la phase des essais. C'est-à-dire, nous essayons ceci, si ça marche, c'est bon, ça marche pas, on change, on passe à autre chose. Nous en sommes quand même à plus de 60 ans après l'indépendance. Nous n'avons aucune formule pour... Avec quel modèle économique? C'est pas des essais. Nous avons appliqué un modèle économique qui a tenu jusque-là parce que l'État venait nous soutenir, j'ai envie de dire. L'État venait en appoint. Et quand on a fait tout ça, on a mis tout ce que nous avons pour que l'État vienne en appoint de ça. On se retrouve aujourd'hui, c'est vous-même encore, qui avez bénéficié de tous ces services que vous en prenez au gouvernement. Ce n'est pas possible. La ville est dans tel état. L'école est dans tel état. Le gouvernement a envie de vous dire, est-ce que vous savez que c'est parce que nous, on a cru à tel modèle économique dans votre intérêt que nous n'avons pas eu suffisamment de ressources pour régler ces problèmes au rythme où vous les cherchez. Maintenant que vous voyez que la priorité pour vous, ce n'est pas le carburant qu'on paye pour vous, ce n'est pas l'électricité qu'on paye pour vous, ce n'est pas l'eau qu'on paye pour vous, que pour ces trois produits, vous voulez seulement que nous puissions vous garantir la bonne qualité du courant, la bonne qualité de l'eau, la bonne qualité des voies de circulation pour que vous-même vous puissiez payer le prix qu'il faut. Maintenant que vous avez compris qu'on peut faire ça, c'est le pacte social que vous concluez avec le gouvernement. Le gouvernement vous dit oui, je peux vous dire qu'avec votre engagement,
je vais tout faire pour vous garantir la bonne qualité du courant et de faire en sorte que le courant arrive même dans les zones où il ne pouvait pas arriver. C'est ce qu'on commence à faire. Je vais vous garantir la bonne qualité de l'eau et de faire en sorte que l'eau soit de bonne qualité et qu'elle arrive là où elle ne pouvait pas arriver. Je vais vous garantir les vraies voiries urbaines. Puisque je ne finance plus moi ça et vous-même vous avez accepté de financer, moi, je vais prendre tout cet argent pour améliorer ce cadre de vie. Voilà. Je vais maintenant donner aux gens de faire l'assainissement, de nous construire une société de traitement des ordures. On va relancer l'usine des pavés. Monsieur le Premier ministre, à vous entendre parler, et ceux qui nous suivent se posent certainement la question, qui est celle de savoir, enfin, la fin des quartiers précaires. Mais la question que le journaliste aimerait vous poser, en dehors de leur préoccupation, c'est celle de savoir, finalement, dans ces modèles-là, dans quel sens devrait évoluer la ville de Brazzaville? Dans quel sens devrait évoluer la ville de Pointe-Noire pour éviter de tomber dans ces quartiers précaires? La fin des quartiers précaires avait déjà été annoncée et amorcée par le président de la République avec le projet d'URCAP, développement urbain des quartiers précaires, mais qui avait déjà été précédé par un autre, je crois, le PEDU, en partenariat avec la Banque mondiale. Donc vous voyez d'où remonte la préoccupation du président de la République de mettre un terme aux quartiers précaires. On a tenté une expérience s'agissant du projet d'URCAP avec 4 quartiers. Vous avez vu comment ça a tout de suite changé la physionomie. Et c'est ce qui avait donné les idées au gouvernement de créer l'usine de pavés. Voilà, créer une société de pavés. La situation économique, à partir de 2016-2017, n'a pas permis de faire fonctionner correctement cette société parce qu'encore une fois, nous avions des modèles économiques qui ne cadrent pas avec les défis du développement actuel, mais le gouvernement a pris l'option, vous avez suivi dans les annonces qui avaient été faites, de très vite relancer cette usine de pavés. Et nous allons continuer sous une autre forme avec les ressources du gouvernement, le travail tel qu'il a été initié par le projet d'URCAP, de sorte que ce soit maintenant le gouvernement qui étende ce qui a été fait au niveau de 4 quartiers, Soukissa et puis Mboukou et Chinyambi à Pointe-Noire. On va étendre maintenant cette expérience dans d'autres quartiers. On peut dire que oui, on va s'engager dans un processus qui nous permettra de mettre fin aux quartiers précaires. Et avec l'expérience que nous avons eue du DURCAP, les dispositions que nous venons de prendre pour la relance de l'usine de pavés, les moyens que nous pouvons mettre à la disposition des mairies pour l'amélioration des voiries urbaines, il y a l'espoir qu'on va arrêter avec cela. Mais pas que les voiries, pas que le pavage des ruelles. Je vous ai parlé du travail qui va être fait en termes d'alimentation des quartiers en eau, en électricité. Monsieur le Premier ministre, une préoccupation ou un engagement hyper important, c'est la restauration de l'État et la moralisation de l'administration publique. Tout sera mis en œuvre pour que l'État soit véritablement fort. Un peu plus haut sur l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et la réforme du Code du travail, vous envisagez les adapter aux exigences ou aux enjeux du moment. 2 questions, vous les avez peut-être imaginées. C'est quoi un État fort et c'est quoi les exigences et les enjeux du moment? Un État fort, c'est celui qui garantit la sécurité des citoyens et la bonne administration de la justice, la bonne administration des situations de travail des citoyens. Par exemple, le service public doit être rendu normalement et que l'État soit présent là où le citoyen se sent en difficulté. Les Congolais s'attendaient à un père fouettard. Quand on a parlé de restaurer l'autorité de l'État, ils ont tourné ça en dérision. Ils pensaient que le Premier ministre viendrait là avec le fouet de la dictature, la rigueur. Non, c'est pas mauvais. On restera autoritaire. Mais l'autorité, ce n'est pas la méchanceté. L'autorité, ce n'est pas la vulgarité. L'autorité, c'est savoir imposer la présence de l'État là où les citoyens ont besoin de l'État pour leur administration.
L'autorité de l'État, c'est lorsque vous avez vu Madame la ministre des Affaires sociales, l'action humanitaire, se retrouver là où les populations sont en danger. Quand elle se retrouve tout de suite en Gabé pour sécuriser les populations à la suite des affrontements entre des citoyens venus de la RDC qui ont exporté les querelles qu'ils avaient là-bas, ici, en territoire congolais, et ont commencé à s'affronter. Le fait pour le gouvernement de dépêcher des services de l'État pour rassurer les populations, sécuriser les populations congolaises et prendre en charge ces populations qui sont venues se réfugier ici, qui se sont sentis à l'aise de savoir qu'ils étaient en milieu sécurisé. L'autorité de l'État, c'est lorsque vous constatez, par exemple, que des populations connaissent un sinistre dans telle localité et que dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, l'État est présent, apporte de secours, apporte l'assistance. Oui, l'autorité de l'État, c'est cette présence. L'autorité de l'État, c'est savoir que le cadre qui est à Bétou, à Ngamanzoko, qui est fonctionnaire là-bas, n'a pas besoin de quitter là-bas son lieu de travail pour venir suivre son dossier d'avancement. Et que depuis là-bas, il y a un mécanisme qui est mis en place pour qu'il avance régulièrement. Que son salaire qui est coupé, il y a des agents de l'État qui vérifient, qui s'assurent à ce qu'il puisse avoir son salaire à son lieu de travail. Parce que l'administration a été structurée de cette manière. Il y a un chef de service, une inspection, un directeur départemental, et qu'il suffit qu'il écrive par voie hiérarchique. Son courrier va arriver jusqu'à l'administration, et qu'au niveau de l'administration, il y a un chef de bureau qui doit traiter son dossier sans qu'il ne soit obligé de se déplacer. Et que là-bas, il y a un directeur des affaires administratives qui doit savoir que son rôle, ce n'est pas seulement gérer les finances, que son rôle, c'est suivre la situation administrative de tous ses collègues. Que s'il y a un salaire qui est bloqué, que c'est lui le DAF qui doit se rapprocher des services financiers pour savoir pourquoi le salaire de tel cadre infirmier dans tel district n'est pas payé. C'est cette administration que nous voulons construire. Voilà. Et c'est ce qui commence à se faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'enrôlement biométrique des agents de l'État. Qu'on sache où se trouve chaque agent de l'État et comment, à distance, son dossier administratif doit être géré. C'est revenir avec cette rigueur. Cette rigueur qui devrait amener les administrations, les ministres, à organiser régulièrement les commissions d'avancement qu'on appelle les CAPA pour un meilleur suivi de la situation administrative des agents de l'État. Cette rigueur qui devait nous amener à organiser des conseils de discipline pour que des cadres indélicats ne restent pas impunis. C'est ce qui se fait. Voilà. Vous voyez le Premier ministre rappeler un certain nombre de dispositions par des circulaires pour que les gens soient mis au pas, qu'ils retrouvent la vieille administration qui nous a fait grandir et qui a tendance aujourd'hui à disparaître à cause de nos comportements, mais surtout à cause de notre négligence. Négligence. Quand un agent de l'État vient à 9h, 10h au service, est-ce qu'il peut savoir le préjudice qu'il a causé? Je ne dirais même pas à l'État, mais aux autres administrés dont les dossiers sont bloqués sur son bureau parce qu'il attendait simplement son quitus pour qu'ils avancent. Vous avez des agents de l'État qui sont allés à la retraite en étant restés au premier échelon, au deuxième échelon. Vous avez des agents de l'État qui sont allés à la retraite en étant restés stagiaires. Pourquoi? Parce que nous avons été négligents. Parce que nous n'avons pas fait notre travail comme il faut. Celui qui est assigné à cette tâche de suivre l'évolution des cadres de l'administration ne l'a pas fait normalement. Voilà. Il faut qu'on restaure tout ça. Excellence, vous privilégiez le dialogue social pour prévenir et, le cas échéant, régler les conflits sociaux. Vous aviez dit un peu plus haut, pas de grève si celle-ci porte préjudice à la santé et à l'éducation. Je suis curieux de savoir pourquoi seulement ces deux secteurs
santé, éducation, pourquoi pas d'autres? Malheureusement, et vous avez raison de soulever cet aspect, c'est l'un des deux engagements qui ne sont pas encore acquis s'agissant de cette bataille. Voilà. On devrait faire adopter une loi pour mieux régir la grève dans leur pays. Parce que vous imaginez, une semaine d'arrêt de cours, vous ne savez pas les dégâts que ça cause dans la société et le nombre d'échecs scolaires que vous pouvez causer. Parce qu'un élève qui n'est pas venu à l'école pendant une semaine, après une semaine, il n'aura plus envie de venir à l'école. Voilà. Il n'a plus envie de venir à l'école et il peut vite décrocher. Donc, quand on fait une grève générale, on arrête les cours pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Vous ne savez pas le tort que vous avez causé aux enfants. Parce qu'il suffit simplement qu'on ait une année blanche pour que vous ayez au moins le 10e, sinon le 15e de la jeunesse qui se mettent en décrochage scolaire et vous ne pouvez pas les rattraper. C'est pour cette raison que nous ne supportons pas des grèves générales dans l'enseignement. Ce n'est pas simplement du fait du gouvernement, mais c'est parce que nous sommes conscients des dégâts que cela cause dans la société pour l'avenir. Le décrochage scolaire sera important, il ne peut pas le rattraper. La santé aussi, c'est pareil. Je crois que nous avons tous été malheureux de voir qu'un CHU soit resté pendant des mois sans travailler, sans qu'il y ait le moindre service ouvert. Le problème que nous avons, c'est que quand les services ou les corporations se mettent en grève, ils pensent ne faire mal qu'au gouvernement. Ils ne savent pas le mal qu'ils font aux compatriotes, aux concitoyens. Grève de la mairie, on va bloquer la morgue municipale. Vous savez la douleur que vous causez aux familles qui sont en deuil et qui viennent, ils ne peuvent pas avoir accès. Ils sont restés 2 semaines, ils avaient planifié qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'inhumation. Pour se décharger, c'est peut-être un peu cathartique. Voilà. Je dis, bon, on va enterrer pour que ça finisse. Hein, pour qu'on se libère du choc. Non, il y a une grève qui vous oblige à continuer à souffrir, à porter cette douleur pendant 1 semaine, 2 semaines supplémentaires. Je ne sais pas si nous voyons ce que c'est. Mais ça ne dit rien aux gens, parce que l'État nous doit de l'argent. Même pas le salaire en cours, mais les arriérés de 2016. L'État nous doit ça, bon, nous paralysons. On dit que ce sont des services pour lesquels nous devons apporter une autre législation, de sorte que vous faites valoir votre droit de grève, mais faites attention aux autres. Cérémonie de mariage. Les parents sont arrivés de partout parce qu'il y a un mariage officiel, ainsi de suite. Donc les familles sont arrivées. Vous avez programmé, on programme le mariage 2 mois, 3 mois à l'avance, non? Les familles sont arrivées, le couple a tout fait, ainsi de suite. Paf. Non, non, non. Pas de cérémonie de mariage. Voilà. La mairie est en grève. Au lieu de laisser même le maire, ce n'est que le maire qui vient célébrer avec son agent. Non. On bloque les documents d'état civil. Déclaration de naissance. Ouais. 1 mois, 2 mois, la déclaration de naissance. Ça veut dire qu'après 2 mois, cet enfant, pour avoir un acte de naissance, il lui faut un jugement. Voilà. Il lui faut une autre procédure. Mais le parent qui ne connaît pas cette procédure, il va rester comme ça. Cet enfant va grandir sans acte de naissance. Est-ce qu'on a vu ce que c'est? Pourquoi? Parce que je vais faire valoir mon droit de grève. Et le jour qu'on vous a payé, est-ce que vous pourrez être capable de réparer le tort que vous avez causé? Non pas seulement à l'État, mais aux compatriotes. Pourquoi il nous manque de l'empathie? La contestation ne consiste pas simplement à avoir un arrêt de travail. Et même quand vous décidez d'un arrêt de travail, ce n'est pas l'arrêt du service. C'est pour cette raison qu'on prévoit le service minimum. Pourquoi, au nom de la grève,
vous allez empêcher que même on recrute des bénévoles pour aller travailler à la morgue. Pourquoi? Ça devient de la méchanceté. L'État a dit, OK, vous ne voulez pas travailler, il n'y a pas de problème. Je respecte votre droit de grève. Le temps que nous continuons à discuter pour qu'on comprenne. Parce que l'État ne se passera jamais de vous toute la vie. Non. Mais il dit, mais pendant ce temps, je vais mettre l'armée, je vais recruter des bénévoles pour aider les familles à en finir avec leur deuil, à aller déposer les restes de leurs cimetières. Vous quittez là-bas, non, vous venez faire obstruction. Comment? Vous avez dit, vous ne travaillez pas, vous avez raison, c'est votre droit de grève. Mais laissez-les faire. Même qu'elles-mêmes viennent laver la dépouille de leurs parents pour aller l'ensevelir, pour s'en occuper. Vous venez faire obstruction. C'est ça le droit de grève? Méchanceté. Pourquoi ne pas interdire la grève finalement? Non, c'est un droit. Ah ben c'est un droit, il est reconnu, nous ne pouvons pas. Est-ce que ce débat au niveau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre? Le gouvernement est en train de travailler sur un projet de loi. C'est pourquoi je dis que c'est un engagement qui n'est pas encore acquis, mais parce que nous travaillons et on voudra prendre toutes les précautions pour que lorsque nous allons statuer sur ça, et qu'on ne vienne pas nous opposer des arguties. C'était la 4e bataille. Voilà, le projet est en chantier. Sur ce, je pense que nous avons bouclé avec ce volet qui concernait la justice sociale. Merci en tout cas, Monsieur le Premier ministre, pour tous ces éclairages que vous avez donnés sur ce point. Nous passons à présent au volet suivant qui concerne la bataille 5. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une culture créative. Monsieur le Premier ministre, j'ai ce privilège de vous poser cette question, quelque peu embarrassante. Quelle est la politique nationale mise en place pour relancer les arts de manière générale en République du Congo et surtout rendre la créativité culturelle compétitive hors de nos frontières? C'est déjà la valoriser, la promouvoir. Et il y a une loi qui a été prise depuis 2000 qui porte une loi d'orientation sur la culture. Et c'est le travail qui est en train d'être fait par Madame la ministre de la Culture. Susciter des talents, promouvoir les talents que nous avons, développer davantage d'activités culturelles. Il y a la loi Motom sur le statut de l'artiste. C'est déjà un pas important qui puisse permettre effectivement de placer la culture au centre du développement de notre pays. Avez-vous déjà été au cercle culturel Sony Laboutanzi? Vous aimez ce cercle? La photo que vous voyez, ça vous plaît? Non, pas du tout. Je crois que la politique du gouvernement consiste à réhabiliter tous ces établissements qui sont des établissements mythiques pour la culture de notre pays et même pour l'histoire de notre pays. Comme il est envisagé effectivement la réhabilitation du Centre de formation et de recherche d'art dramatique, le CEFRAD. Je sais que vous me parlerez certainement de cela puisque vous avez commencé à en citer. Et le cinéma, Monsieur le Premier ministre, le Congo a des cinéastes, il y a des producteurs,
mais il n'y a pas de salle de projection. Les anciennes salles ont été transformées en église de réveil. Et je ne suis pas contre qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur, ces pasteurs, mais c'était les salles de l'ONACI à l'époque. Et où est-ce qu'ils vont s'exprimer, ces cinéastes, ces réalisateurs? Oui. Est-ce que ça ne devrait pas aussi être une activité privée? Pourquoi penser que c'est ce jour l'État? Au départ, il y avait ces centres parce qu'il y avait l'Office national du cinéma. On revient encore aux offices. Est-ce que tout devait être le fait de l'Office? Ce n'est pas le travail de l'État de faire du commerce des films. Non. L'État régit, réglemente, regarde si les films qui vont être projetés sont compatibles avec la culture de notre société. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas à lui de faire le commerce du film. Ceci dit, pour la culture, le vaisseau amiral de notre culture, c'est aussi le FESPAM. Il a été donc relancé à partir de CBT, mais pourquoi l'étape de Paris? Les Congolais ont jasé, ça coûte beaucoup d'argent. Le festival se déroule ici, au Congo, à Brazzaville, et puis on va le relancer ou célébrer une de ces étapes à Paris. Pourquoi? Parce que de tout temps, la promotion du FESPAM se fait à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. De tout temps. C'est peut-être Paris qui a attiré l'attention des gens aujourd'hui, mais par le passé, la promotion nationale du FESPAM au niveau national a déjà été faite dans d'autres départements. À Ouando, à Pointe-Noire, partout. Oui, mais c'est pas ça qui pose problème, c'est Paris. Oui, par le passé, la promotion du FESPAM à l'international a déjà été faite à Cuba, en Afrique du Sud, à Addis Abeba, voilà, à Dakar, par le passé. Le saviez-vous? Non. Aujourd'hui, on l'a fait à l'UNESCO, pour deux raisons. D'abord, souvenez-vous qu'après 1997, après la guerre, nous n'avons pas pu organiser le FESPAM en 1998, puisque la première édition avait eu lieu en 1996. La deuxième édition devait avoir lieu en 1998. On n'a pas pu l'organiser, on était presque en pleine guerre. Il a fallu que l'UNESCO se soit investi pour que nous ayons réussi à organiser l'édition du FESPAM en 1999. Et puis reprendre un moment. Voilà. En 2016, nous n'avons pas pu organiser le FESPAM. Et depuis là, plus rien. Nous venons encore de travailler avec l'UNESCO et on a profité de ce que l'UNESCO a porté le projet des deux Congos sur la rumba pour en faire un patrimoine immatériel et culturel de l'humanité. La rumba, on peut dire que c'est le socle du FESPAM. Le FESPAM étant une institution africaine, la rumba, danse africaine, portée par les deux Congos. Il faut faire la promotion de la rumba. Où pensez-vous qu'on puisse lancer cette reprise du FESPAM après ce sacre de la rumba comme patrimoine immatériel et culturel de l'humanité? Si ce n'est à l'UNESCO. Il s'avère que l'UNESCO a pour siège Paris. Tout ce que les Congolais ont vu. Oui, on est allé à Paris pour lancer la rumba alors que c'est une danse africaine. Mais l'UNESCO est aussi une institution culturelle. La musique, au niveau des Nations Unies, c'est quand même l'UNESCO qui porte la problématique. Et pour toutes ces raisons, quel est le mal à ce que nous allions faire la promotion internationale du FESPAM au siège de l'UNESCO à Paris? Aujourd'hui, nos villes s'agrandissent avec plein de quartiers qui naissent quotidiennement. On a l'impression que l'urbanisation de ces mêmes villes ne tient pas en compte l'occupation saine des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui manquent d'espace dans ces secteurs-là pour s'émouvoir, pour s'occuper sainement. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons pris beaucoup de retard et je n'ai pas honte de vous dire effectivement que sur cette bataille, nous nous étions engagés sur trois domaines et on peut dire qu'aucun n'est acquis. Un seul est en cours, mais les deux autres non, c'est-à-dire le développement d'espaces culturels en faveur des jeunes, la construction et l'animation
de ces espaces. Mais ce n'est pas acquis, ce n'est pas parce que le gouvernement ne le veut pas, mais c'est parce qu'on continue à dire que ce n'est pas forcément de la compétence du gouvernement. Voilà. Ce sont des initiatives privées. Le gouvernement s'emploie à réhabiliter les musées. Il en a construit un, il faut l'animer. Le gouvernement s'emploie à créer le cadre, voilà, d'animation, d'expression culturelle. Mais il faut que les privés se saisissent de cela et se mettent à l'ouvrage. Il nous manque des bibliothèques, oui, il y en a. On fait l'effort d'en avoir dans les établissements scolaires. Voilà. Tous les sites sont pratiquement occupés. Oui. Les aires de jeu. Les aires de jeu, des parcs d'attractions pour enfants, oui. C'est ce qui n'est pas encore fait parce que les défis sont colossaux. En même temps, il faut construire des écoles. En même temps, il faut construire des dispensaires. On ne réussira pas à tout faire. Monsieur le Premier ministre, nous avons toujours été accoutumés à entendre la sonorité ministère de la Culture. Aujourd'hui, vous, peut-être pas vous-même personnellement, mais enfin le gouvernement s'est senti... le président de la République. Le président de la République s'est senti dans l'obligation d'y adjoindre un terme très engageant et très parlant, donc industrie culturelle. Qu'est-ce que cela implique d'abord et pourquoi? C'est la volonté de la diversification de l'économie et de démontrer effectivement que la culture et le tourisme doivent participer totalement au PIB national. Donc, en faire des activités marchandes, des activités économiques, pour que la culture ne soit pas gérée simplement sous l'angle social, où on pensait qu'il suffisait d'aller visiter des musées, où on pensait qu'il suffisait simplement de voir des artistes chanter, mais faire en sorte que ce soit une grande industrie qui rapporte des ressources au PIB national. Voilà. Vous faites partie avec Madame la ministre de la Culture, justement, des tout premiers Congolais à avoir mis le pied dans un bateau de croisière mouillant à Pointe-Noire, donc le MH Vega, il y a 2-3 mois. L'industrie du tourisme a aussi une facette qui commence aujourd'hui à interpeller les consciences en Occident, cette invasion touristique qui est un tout petit peu en contradiction avec la sauvegarde de l'environnement. Est-ce que le gouvernement en est conscient? Oui, ben c'est encadré. On ne va pas encourager le tourisme de masse là où nous avons des parcs protégés, mais on ne va pas non plus cacher, on ne met pas une lampe allumée sur le boisseau. Si nous faisons tous ces efforts de préservation d'espèces fauniques, florales, forestières, quel est l'intérêt de faire en sorte que ça ne soit pas vendu au public curieux qui voudrait bien venir découvrir pour la première fois des éléphants, pour la première fois assister au nourrissage des chimpanzés, voir les espèces que nous avons dans notre pays. Donc oui, on apprendra toujours à concilier développement touristique, préservation de la nature et promotion culturelle. C'était la 5e bataille. Je pense qu'avec ces réponses données par le Premier ministre, nous avons compris les enjeux de l'action gouvernementale sur la valorisation de notre culture.
Voilà, donc merci pour ces précisions, Monsieur le Premier ministre. Nous passons à présent au point suivant, au volet suivant qui concerne la politique ambitieuse d'encadrement et d'éducation de la jeunesse. Question, Monsieur le Premier ministre. Après des crises successives et on ralentit le processus de développement, avec lui l'espoir d'une jeunesse qui ne demande qu'à être épaulée, à être accompagnée pour garantir son avenir, sensible donc à cette doléance et s'appuyant à la volonté du président de la République de placer les questions des jeunes au premier plan de ses priorités, vous vous êtes engagé dans plusieurs projets au nombre desquels la relance du système éducatif et la révision de la loi scolaire et universitaire jugée caduque. Et avec cela, la réforme de l'enseignement technique et professionnel pour renforcer le capital humain tout en mettant un accent particulier sur l'adéquation formation-emploi. Aujourd'hui, on essaie de voir une certaine évolution, mais ce n'est pas encore assez, Monsieur le Premier ministre. Où en êtes-vous avec ces projets? Nous attendons à ce sujet la restitution des travaux des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Un chantier que nous avons ouvert tel que nous l'avions promis, vous venez de le dire. Et le haut-commissaire est arrivé pratiquement au terme du processus et nous attendons la convocation des États généraux après une cérémonie de restitution. Et nous avons été accompagnés dans l'affaire par l'UNESCO, la Banque mondiale, la société civile, les collectivités locales, les Congolais de l'étranger. Et nous pensons pouvoir disposer sous peu d'un état des lieux exhaustif et revisiter la loi scolaire, comme vous l'avez dit, et universitaire qui date de 1996. Donc, pratiquement bientôt 3 décennies. Voilà, donc au terme de ce travail, nous pourrons nous donner une idée exacte de ce que sera désormais le système éducatif tel que le président de la République l'avait souhaité selon les orientations qu'il avait données. Un système éducatif performant, un système éducatif qui garantisse effectivement l'adéquation formation-emploi, un système éducatif qui donne une nouvelle orientation dans le cadre de la prise en main de la situation de la jeunesse, de la capacité de la jeunesse à créer ces conditions d'employabilité, un système éducatif qui soit un système productif et non pas simplement un système éducatif, instructif. Monsieur le Premier ministre, il y a aussi cette pesanteur congolaise de croire que le travail n'est que salarié. Donc, nous avons parlé des artisans dans une émission précédente, mais les jeunes renaclent à de Brazzaville aller travailler à, je sais pas, à Gamboma, à Ngo, etc. Je suis d'accord avec eux que le travail doit être salarié. Voilà. Tout travail mérite salaire. Mais est-ce qu'on est obligé d'être seulement employé par quelqu'un? Voilà. Il faut les revenus à entreprendre. Voilà. Il faut partir du statut perpétuel de demandeur d'emploi au statut de créateur d'emploi. Il faut promouvoir l'auto-emploi. Il faut que nous apprenions à demander, à former nos jeunes, à savoir qui peut lui-même créer son emploi. À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Gamboma, à Ouesso, les opportunités ne manquent pas. La première opportunité, l'agriculture, avec toutes ces chaînes de valeur que nous avons identifiées. La deuxième opportunité, le numérique, avec tous les startups qui peuvent être créées. Les plus riches aujourd'hui au monde sont des jeunes qui se sont lancés dans le numérique, avec les grandes initiatives qui ont conduit à la création de Google, d'Amazon, ainsi de suite, Facebook. Voilà, ce sont des jeunes. Donc, c'est bien par ça qu'il faut commencer pour que nous puissions amener les jeunes à quitter ce monde d'assistanat pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, de sorte qu'ils puissent se donner des emplois qui vont leur garantir des salaires. Je n'ai pas envie de méconnaître l'effort qui est fait, mais il est encore timide. En 2023, nous avons enregistré pratiquement 1523 entreprises
de créer. Mais l'âge, y compris l'âge des créateurs de ces entreprises, est compris entre 24 et 40 ans. Donc, les jeunes ont commencé. Et si vous en avez 1523, ça veut dire que vous avez 1523 emplois qui sont créés au travers de la création de l'entreprise. On demande simplement aux jeunes de se comporter à la fois comme un employé et comme un chef d'entreprise. Que vous vous comportez en employé, donc vous êtes même votre propre employeur. Dans votre gestion, vous devez simplement être rigoureux pour que vous n'absorbiez pas tout le bénéfice que vous pouvez avoir, mais que vous puissiez vous définir un salaire avec le bénéfice que vous avez. Voilà. Et puis, ça vous donnera la possibilité de recruter un autre jeune, ça vous donnera la possibilité d'accueillir un jeune en stage. Vous vous engagez aussi à moderniser l'université Marien Ngouabi et à affirmer le caractère panafricain de départ de l'université Denis Sassou Nguesso. Où est-ce qu'on en est? Je n'ai pas encore vu un premier pinceau sur les murs de Bayardel qui sont restés aussi vieux que nous les avions laissés. Et aussi, Monsieur le Premier ministre, j'en profite, l'université de Pointe-Noire, tant vantée, on a vu des travaux en cours. Aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a pas encore de travaux. Bon. Je dis la vérité, on n'a pas encore de travaux, mais nous avons adopté la loi. On attend. Nous avons identifié le site et les entreprises devraient soumissionner. L'étude architecturale est en train d'être finalisée. Et à partir de ce moment, on verra le démarrage des travaux de l'université de Pointe-Noire. C'est un engagement du président de la République après le lancement de l'appel d'offres pour démarrer les travaux. Au niveau de l'enseignement supérieur, la situation de l'amélioration des conditions d'études, notamment à l'université Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso, se dessine très bien. À Pointe-Noire, il y a des projets en cours, mais on constate qu'au nord, il y a quasiment aucun établissement supérieur, aucun projet dans ce sens. Est-ce qu'avez-vous, vous y avez pensé, Monsieur le Premier ministre? Non, ce n'est pas qu'il n'y a rien dans les autres départements. Il y a par exemple l'université inter-État Congo-Cameroun dans la Sanga à Wesso, qui forme dans les domaines de l'agroforesterie, de la communication et qui a ouvert ses portes depuis pratiquement 2021 et qui fonctionne normalement. Donc, on souhaiterait en avoir davantage dans les autres départements. Mais ça, c'est déjà un exemple pour dire que la formation ne s'arrête pas à Pointe-Noire, à Brazzaville. L'enseignement supérieur a lieu, y compris dans les autres départements du pays. Je ne voudrais pas vous parler de l'Institut de l'Outima que nous avons en gestion avec la Namibie. Voilà. Et la question sur la modernisation de l'université Marien Ngouabi et la situation de l'université de Denis Sassou Nguesso. Bon, la vocation panafricaine de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé n'est plus à démontrer. On a ouvert des établissements de référence. Les concours sont organisés. Donc, on peut dire que c'est ouvert à toutes les nationalités. Il y en a qui postulent, qui passent leur concours et qui pourraient, s'ils sont admis, intégrer. L'université Marien Ngouabi, nous avons un retard de la rénovation. Nous devrions commencer par réhabiliter les campus parce que les conditions d'hébergement des étudiants dans ces campus se laissent à désirer. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur y travaille, comme elle est en train de travailler pour finaliser ou bien procéder à l'ouverture de l'autre amphithéâtre, Jean-Baptiste Atilota, pour que effectivement cet amphithéâtre soit mis au service des étudiants. Très bien, Monsieur le Premier ministre. Alors, nous pensons que l'encadrement des jeunes passe aussi par le sport. Vous avez promis, Monsieur le Premier ministre, l'instauration de compétitions tournantes et l'organisation régulière de manifestations sportives. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Et une question se pose également sur la réalisation de ce projet. Et quand on sait qu'aujourd'hui, quasiment la plupart de nos infrastructures sont à l'abandon, sinon en ruine. On prend l'exemple du stade de Kintélé, qui a été un projet bien porté par le président, salué par l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, ce projet est bradé par les actes de vandalisme, mais aucun acte de répression. On a l'impression que le gouvernement est silencieux, n'en tient pas compte. Alors,
Comment réagissez-vous face à toutes ces préoccupations? L'inconscience et l'incivisme, comme nous le disions tout à l'heure, c'est à divers niveaux. Et on n'a pas compris que ces institutions qui étaient sous la garde des agents de la force publique aient connu cet état de sabotage, on pourrait se permettre de le dire. Mais toujours est-il que nous travaillons pour que toutes ces infrastructures soient désormais sécurisées et qu'elles soient réhabilitées. Ça demande de l'argent, c'est ce que nous déplore souvent le président. On est dans ce cycle infernal de construction, déconstruction, reconstruction. Nous travaillons pour que ces infrastructures que le président avait bien voulu offrir aux jeunes à l'occasion du cinquantenaire des Jeux africains, et bien entendu, dans la volonté de mettre en œuvre un programme de développement de la jeunesse et de développement du sport dans notre pays, que ces infrastructures soient désormais mieux gérées. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports travaille dans ce sens-là. Toujours est-il que nous réfléchissons pour une mise en concession de ces structures, si tant est que les collectivités locales, les fédérations ne travaillent pas à une gestion optimale des infrastructures qui ont été mises à la disposition de la jeunesse. Je rappelle que s'agissant de l'enseignement supérieur, il y avait un engagement qui portait sur l'ouverture de l'école normale de formation initiale et continue des enseignants de Muyonzi. Voilà. Vous pouvez vous satisfaire de ce que l'engagement qui avait été pris d'ouvrir cette école très vite a été tenu. Voilà. L'ENFIS est ouvert. Les formations continues ont commencé et certainement l'année prochaine, on assistera à l'ouverture des formations initiales. Vous pouvez donc remarquer que pour cette bataille d'encadrement de la jeunesse, le gouvernement est à la manœuvre jusqu'à réfléchir sur la possibilité de reprendre en main les jeunes en conflit avec la loi qui posent des actes de banditisme partout dans le pays, à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans les autres départements, et envisager leur rééducation au travers d'une justice restaurative avec la rénovation des centres d'Aubeville et de Madingou. C'est peut-être une problématique que nous aborderons dans l'une des batailles qui porte sur la sécurité. Voilà. Je peux dire que concernant ce travail d'encadrement de la jeunesse, concernant cette bataille, nous avons pris pratiquement 6 engagements, et 6 engagements de taille. Voilà. Et sur les 6, vous avez 2 qui sont totalement acquis. Vous avez 3 qui sont en cours d'acquisition, et un engagement que nous n'avons pas pu tenir jusque-là, c'est celui qui concerne la gestion optimale des infrastructures sportives avec l'implication des collectivités locales et des fédérations. C'était la 6e bataille. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette deuxième partie de ce grand entretien que nous réalisons avec le Premier ministre chef du gouvernement sur le décryptage des 12 batailles de l'action du programme du gouvernement. Merci en tout cas pour votre attention. Nous étions avec les batailles sur la politique sociale juste et solidaire, une culture créative et une politique d'encadrement et d'éducation de la jeunesse. Prochaine émission, nous allons aborder les batailles 7, 8, 9, 10, 11 et 12, à savoir la paix et la sécurité, bien d'autres jusqu'à la gouvernance comme dernière bataille. En tout cas, merci pour votre présence. À très bientôt.